Nous sommes ici devant l'Académie française. Donc, vous savez que dans le cadre de cette excursion, j'ai essayé d'équilibrer le programme en fonction de mon public d'étudiants aujourd'hui, c'est-à-dire une section littéraire et une section d'historia. Voilà. Alors, le bâtiment, donc, c'est l'Académie française, qui est célèbre surtout pour la fameuse coupole, hein, puisque quand on est reçu à l'Académie française, on dit qu'on est reçu sous la coupole. Voilà. Alors, quand on voit ce bâtiment, il y a évidemment quelque chose que nous avons déjà rencontré tout à l'heure, qui doit vous frapper, c'est la symétrie, c'est l'ordre, ce sont les colonnes, c'est le fronton, et en particulier au sommet des colonnes, ou plus exactement au sommet des fûts, vous avez une représentation donc de l'ordre corinthien, c'est-à-dire de feuilles d'acanthe. Mais je vous ai dit tout à l'heure que mon objectif n'est pas tellement de faire d'histoire de l'art avec vous, c'est plutôt d'essayer de comprendre l'histoire de France, son idéologie, l'organisation de l'État au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime. Alors, on va commencer, je dirais, comme le ferait n'importe quel archéologue, c'est plutôt que d'arriver avec des idées préconçues sur ce que c'est que ce bâtiment, de voir quels sont les éléments qui nous informent sur sa destination initiale. Vous voyez qu'il y a une inscription en dessous du fronton, en lettres dorées. On y voit, et je crois que vous pouvez identifier très facilement, on y voit le nom de Mazarin, on y voit qu'il est cardinal, on voit, alors là ce sont un mot qui est mis à l'accusatif, basilicam, ça veut dire église, et à côté il est marqué gymnase, en fait c'est une abréviation de gymnasium qui veut dire gymnase. Mais un gymnase, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle un gymnase aujourd'hui. Ce qu'on appelle un gymnasium encore en Allemagne aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un lycée d'enseignement secondaire. Voilà. Et puis après, vous avez la date de la dédicace qui est 1661, si vous regardez bien. 1661. 1661 qui est une date très importante. Pourquoi ? Ben, c'est la date du décès de Mazarin lui-même et c'est la date aussi où Louis XIV connaît son avènement, c'est-à-dire non pas le début de son règne, mais le moment à partir duquel il va gouverner la France. Parce que Louis XIV est né en 1638, il est roi au décès de son père Louis XIII en 1643, et à partir de ce moment-là, jusqu'à ses 13 ans, comment dirais-je, il y a une régence en France, puisque la majorité des rois de France est de 13 ans. Mais il se fait que de ses 13 ans jusqu'à ses 23 ans, il y a un personnage qui est très important et qui joue un rôle essentiel, qui est le cardinal de Mazarin, qui est ce qu'on appelait à l'époque son principal ministre. On ne disait pas Premier ministre, on disait principal ministre. À partir de 1661, Louis XIV, émancipé de celui qui était aussi son parrain d'ailleurs, va décider de gouverner tout seul, d'où le fameux slogan que Louis XIV n'a jamais dit, mais qui résume bien sa politique, c'est « l'État c'est moi », c'est-à-dire qu'il gouverne sans Premier ministre. Alors, vous voyez, il est donc bien indiqué basilica, ce qui veut dire église, et gymnasium, ce qui veut dire lycée. Donc, le bâtiment que vous avez devant vous, pendant jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, n'a pas été affecté à l'Académie française, ça a été un lycée qui a été construit par Mazarin et qui était destiné à des enfants qui étaient pauvres ou orphelins, si mes souvenirs sont bons, et qui provenaient des 4 provinces qui avaient été annexées à la France à l'époque où lui-même était Premier ministre de Louis XIV. Voilà.
Alors, quand ce bâtiment a-t-il été affecté à l'Académie française? Eh bien, en fait, c'est très tardivement. Il faut attendre Napoléon, il faut attendre 1806 pour que Napoléon décide d'affecter ce bâtiment à l'Académie. Alors, où se trouvait l'Académie avant, justement? Parce que l'Académie française a été fondée par le cardinal de Richelieu, le prédécesseur de Mazarin, en 1635. Et à l'époque, Richelieu, donc sous le règne de Louis XIII, décide d'établir l'Académie française au Louvre. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'Académie française, donc pendant plus de 150 ans, un siècle et demi, l'Académie française s'est trouvée au Louvre. Quel était l'objectif de Richelieu lorsqu'il a fondé, lorsqu'il a créé l'Académie française? En fait, l'objectif de Richelieu s'inscrit dans la politique qui est celle bien connue de la monarchie absolue. C'est-à-dire qu'il fallait soumettre tous les intellectuels et les écrivains en particulier au magistère royal, et c'était le meilleur moyen de neutraliser les écrivains que de leur donner des pensions et de toucher à leur vanité en les faisant reconnaître socialement et politiquement dans le cadre de cette assemblée d'écrivains que va donc être l'Académie française. L'Académie française a été rassemblée avec 4 autres académies en ce lieu à l'époque de Napoléon, parce qu'il y a eu 2 autres académies qui ont été fondées sous le règne de Louis XIV dans les années 1660. C'est tout d'abord l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui est une académie, on l'appelait à l'origine l'Académie des inscriptions et des médailles, qui était destinée en fait à commémorer la gloire de Louis XIV. Aujourd'hui, l'Académie des inscriptions et belles-lettres est une académie qui élit en son sein des érudits et des historiens, des philologues également. Une deuxième académie qui a été créée par Louis XIV, plus exactement par Colbert, comme l'autre, Colbert qui était le contrôleur général des finances de Louis XIV, donc ministre des Finances, si vous voulez, c'est l'Académie des sciences, sur le modèle de l'Académie des sciences à Londres, la Royal Society, hein, où va siéger effectivement le célèbre Isaac Newton. Donc ça fait déjà 3 académies. Une 4e académie a été fondée pendant la Révolution française, c'est l'Académie des Beaux-Arts. Et enfin, en 1632, sauf erreur de ma part, une 5e académie est venue les rejoindre, c'est l'Académie des sciences morales et politiques, qui est une académie donc plutôt de sciences humaines. Voilà, ce qui fait donc bien 5 académies. Aujourd'hui, il y a donc bien, à côté de l'Académie française, 4 autres académies qui siègent donc dans les locaux que vous avez devant les yeux. Alors, nous nous trouvons devant l'emplacement, je dis bien l'emplacement, parce que ce n'est plus la maison originale, comme vous pouvez l'imaginer, de l'illustre théâtre dont ma collègue de français doit vous parler incessamment sous peu, si j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce que l'illustre théâtre? Alors, Molière était le fils du tapissier du roi, donc il appartenait à un milieu petit bourgeois, et il a hérité d'une certaine somme que lui a donnée son père et qui lui a permis de louer un emplacement ici même, qui s'appelle maintenant rue Mazarine, mais qui ne s'appelait pas comme ça à cette époque-là, bien entendu, puisque Mazarin vient plus tard. Et en 1643, comme c'était quelqu'un qui croyait évidemment passionnément à son métier, il a loué cette salle, mais évidemment il avait des moyens financiers limités. Et c'est la raison pour laquelle,
Il l'avait loué en fait avec l'intention d'y rester 3 ans, mais en fait il va y rester qu'1 an. Sa troupe, il l'a appelé dans le feu de l'action, parce que c'est le feu de la jeunesse, pensant qu'on va complètement refaire le monde, il l'a appelé l'illustre théâtre. Alors, la troupe de Molière va porter des noms successifs. Elle va être réunie d'ailleurs avec une autre troupe, celle de l'Hôtel de Bourgogne, et elle va être déplacée. Elle va successivement pouvoir jouer d'abord au Palais Royal que je vous ai montré tout à l'heure. Elle va ensuite se déplacer dans la rue de l'ancienne Comédie qui monte à l'Odéon, et puis finalement elle va être installée au moment de la Révolution française dans la fameuse salle Richelieu où les comédiens français jouent toujours aujourd'hui. Alors voici Saint-Germain-des-Prés. Alors Saint-Germain-des-Prés, je vous ai expliqué tout à l'heure, lorsque nous sommes passés devant Saint-Germain, l'autre Saint-Germain qui se trouvait à le Louvre, qu'il fallait les distinguer. Et donc en fait Saint-Germain-des-Prés est plus ancien. Alors Saint-Germain-des-Prés donc est plus ancien puisque par exemple j'ai étudié avec mes étudiants un texte de l'époque mérovingienne déjà. Alors en latin c'est Sanctus Germanus de Pratis, puisque Pratum c'est le pré justement. Alors pourquoi des prés? Parce qu'évidemment au Moyen-Âge ici on est en pleine campagne tout simplement. Paris au Moyen-Âge c'est en fait l'île de la Cité et quelques terres qui se trouvent de part et d'autre de la Seine et qui sont délimitées par des enceintes, par exemple l'enceinte de Philippe Auguste. Voilà. Philippe Auguste, je vous rappelle, commence à régner en 1189 et règne un petit peu au-delà, au début du XIIIe siècle. Alors, Saint-Germain-des-Prés est si pas la plus ancienne église de Paris. La tour que vous voyez là est très ancienne. Maintenant, les bâtiments qui se trouvent devant l'église sont évidemment beaucoup plus récents. Retenez en tout cas que cette église, telle qu'elle apparaît ici, date du XIe siècle. Donc, vous pensez, là près de 1000 ans. Alors, Saint-Germain-des-Prés est une église bénédictine. Alors, les bénédictins sont un ordre très ancien qui date du Haut Moyen-Âge. L'ordre de Saint-Benoît a connu plusieurs réformes. Et l'abbé de Cluny était à la tête d'une véritable multinationale. On va passer tout à l'heure devant l'hôtel de Cluny, qui était sa résidence parisienne. Et l'ordre de Cluny comprenait, tenez-vous bien, 17 000 abbayes et prieurés. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Et c'était l'abbé de Cluny en Bourgogne qui était à la tête de ce que j'ai appelé une multinationale. Donc c'était le personnage le plus important de la chrétienté après le pape finalement. Dans le courant du Moyen-Âge, les bénédictins perdent de leur importance. C'est un ordre en déclin au XVe siècle, au XVIe siècle, au point que au début du XVIIe siècle, dans les années 1630, une réforme est opérée sur cet ordre et une congrégation, la congrégation de Saint-Maur, va se charger de l'application de cette réforme. Et si je vous parle de la congrégation de Saint-Maur,
c'est qu'elle a eu un rôle très important dans la conservation et surtout l'analyse des chartes médiévales. Il y a eu une querelle et polémique célèbre entre un jésuite belge, un bollandiste, qui s'appelait Van Papenbroek, en latin, qui en 1675 ou 75 a pour la première fois fait une critique diplomatique de documents liés aux abbayes bénédictines et a montré qu'il y avait beaucoup de faux. Et à la suite de quoi, 6 ans plus tard, en 1681, un grand érudit qui s'appelle Dom Mabillon a écrit alors là le premier vrai traité de diplomatique. C'est le De Re Diplomatica Libris Sex, si mes souvenirs sont bons. Dom Mabillon a donné son nom à une station de métro qui est près d'ici d'ailleurs. Et c'est vraiment le début de la critique historique, je dirais, moderne. Voilà. Je vais vous montrer très rapidement 2 petits cafés qui sont très célèbres, qui se trouvent derrière moi. C'est le café des Deux Magots et le café de Flore, qui sont célèbres parce que après 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre d'intellectuels ont trouvé ici leur port d'attache, en particulier Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et ceux que l'on appelle les écrivains appartenant et philosophes appartenant au courant existentialiste. C'est l'époque aussi où un certain nombre d'artistes se sont établis, comme par exemple Boris Vian, qui était lui aussi un écrivain, mais qui était aussi un jazzman, un musicien de jazz, et c'est dans les caves de Saint-Germain, donc ici même, qu'il a pu exercer son talent, ainsi qu'une chanteuse aussi, par exemple, importante, qui est Juliette Gréco. Si je vous ai conduit ici, c'est essentiellement pour vous montrer le bâtiment qui vient d'être restauré ou en cours de restauration pour l'instant et qui est en fait la seule trace, le seul vestige du couvent des Cordeliers qui occupait en fait toute la surface de l'école pratique de la faculté de médecine ici. Ce qui reste, c'est en fait le réfectoire, le réfectoire. Alors, pourquoi c'est un lieu qui est important dans l'histoire de France? Parce que c'est ici que, à partir de 1790-91, si mes souvenirs sont bons, un certain nombre de révolutionnaires très progressistes se sont réunis donc dans ce couvent des Cordeliers. Alors, le couvent des Cordeliers est un couvent franciscain. Alors, pourquoi Cordeliers? Parce que, comme dans tout ordre religieux, il y avait certaines branches de ces ordres qui avaient une spécificité, qui décidaient de prendre une partie de la règle du fondateur de l'ordre pour essayer de la développer à certains égards. Alors pourquoi Cordeliers? Parce que les franciscains portent une corde de tenir leur tunique. Alors parmi ces révolutionnaires, donc c'est avant la seconde et grande révolution de 1790-1794, à cette époque-là, en fait, donc, puisque nous sommes au début de la révolution, donc pendant la première révolution, la phase plutôt libérale de la révolution, il y a un certain nombre
d'avocats, de petits bourgeois, d'intellectuels, des progressistes qui se réunissaient. Ils forment en fait le noyau de ce que l'on va appeler plus tard le parti des Jacobins. Parmi eux, on trouvait Danton, on trouvait Saint-Just, on trouvait Camille Desmoulins, on trouvait également Hébert, qui va être plus tard à la tête du parti des enragés, c'est-à-dire des extrémistes, si vous voulez, parmi les Jacobins. On trouvait également Fabre d'Églantine, qui est à l'origine du fameux calendrier révolutionnaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, c'est à cet endroit-ci, mais le couvent lui-même a disparu, il ne reste plus que le réfectoire, que des grands débats ont eu lieu, des débats des premiers partis politiques. Je dis bien de partis politiques, puisqu'à cette époque-là, il y a une assemblée, mais cette assemblée, c'est un parlement. Donc ici, ce n'était pas un parlement, c'est l'équivalent du siège d'un parti qu'on appellerait aujourd'hui en Belgique le MR, le Parti Socialiste, ou en France, le MoDem, ou voilà, les Insoumis, par exemple. Là-bas, vous voyez bien la différence. Je vous avais dit il y a quelques instants que nous allions passer à la Sorbonne. Hein. Alors, la Sorbonne est une université qui naît dans ce grand mouvement qui apparaît, je dirais, au XIIe siècle en Europe et qui commence en Italie avec, entre autres, la création de l'université de Bologne. Qui a donné son nom d'ailleurs à la fameuse réforme d'harmonisation des études universitaires en Europe. À l'origine, la Sorbonne n'est rien d'autre qu'un collège destiné à une quinzaine d'étudiants pauvres, et ce collège a été créé par un personnage qui s'appelle Robert de Sorbon. Et la Sorbonne, c'est la faculté de théologie de l'Université de Paris. Cette faculté de théologie, où on enseignait également la philosophie, a eu quelques grands maîtres comme professeurs, en particulier Albert le Grand et surtout, au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin. Ils enseignaient en fait dans un collège qui se trouvait plus haut dans la rue qui monte ici, la rue Victor Cousin. Alors ici même, la faculté en fait de théologie avait une fonction essentiellement de, comment dirais-je, dogmatique, qui cherchait à encadrer, à normer véritablement l'enseignement. La Sorbonne, la faculté de théologie, était la gardienne de l'orthodoxie, donc ce n'était pas du tout un lieu créatif. Et c'est la raison pour laquelle, dans le premier tiers du XVIe siècle, François Ier, à l'initiative de Guillaume Budet, va fonder le Collège de France que nous allons voir dans quelques instants. Donc en fait, pendant toute l'époque moderne jusqu'à la Révolution française, on peut même dire dans le courant du XIXe siècle, la Sorbonne n'est vraiment pas un lieu de création. C'est tout à fait sûr. Elle a été à plusieurs reprises restaurée ou reconstruite. C'est ainsi que vers 1630, Richelieu, qui était à l'époque principal ministre du roi Louis XIII, a décidé de la reconstruire et en particulier
a fait édifier la fameuse église de la Sorbonne que je vous ai montré tout à l'heure sur la place elle-même. C'est d'ailleurs dans cette église, sauf erreur de ma part, que se trouve le tombeau du cardinal lui-même. Cette église a été construite dans le style jésuite, qui va servir de modèle pour beaucoup d'autres églises dans le courant du XVIIe siècle. Alors, la Sorbonne disparaît au moment de la Révolution française et Napoléon Ier, qui décidément est intervenu dans toute une série de domaines. Quand on dit qu'aujourd'hui la France est jacobine, c'est vrai, parce que le pouvoir est très centralisé. On peut dire que celui qui a parfait l'œuvre des Jacobins, c'est Napoléon. Et on peut dire que la France est toujours aujourd'hui très napoléonienne. Il y a toute une série d'institutions fondées par Napoléon en quelques années qui sont toujours en place. Napoléon, au début du XIXe siècle, va intégrer les facultés dans le système universitaire, et c'est ainsi que ce que l'on appelle l'université napoléonienne, en fait, c'est une institution qui regroupe non seulement les facultés, mais aussi les lycées. En fait, dans un souci d'encadrement idéologique des futurs intellectuels de la nation. Au Moyen-Âge, il y avait plusieurs grades à l'université dans 3 facultés, car outre la faculté de théologie, il y avait aussi la faculté de droit et la faculté de médecine. Alors, quels étaient les grades qui étaient conférés par l'université au Moyen-Âge, donc depuis le XIIe et le XIIIe siècle? On passait tout d'abord par la faculté des arts, ce qui correspond au cycle supérieur de l'enseignement secondaire chez nous. Quand vous sortiez de la faculté des arts, vous obteniez le titre de maître des arts, donc quand vous sortiez du secondaire. Et puis après, vous commenciez seulement les études universitaires au sens moderne du terme. En fait, l'université commençait dans ce que nous appelons le cycle supérieur des humanités. Il y avait tout d'abord 3 années de bachelier, comme aujourd'hui. Ensuite, vous aviez 2 ans de licence, et le terme licence vous donnait le titre de licencié, et le terme licencié vient du latin licentia, qui veut dire autorisation, permission. Quand vous étiez donc licencié dans une discipline, vous aviez le droit de l'enseigner. Et après ces 5 années-là, plus les 2 années de secondaire que vous aviez déjà faites du cycle supérieur, vous aviez encore la possibilité de passer vos thèses, parce qu'on ne passait pas une thèse doctorat, on en passait plusieurs. C'était une journée très éprouvante pour les candidats parce qu'ils passaient de très nombreuses heures à présenter leur thèse et à répondre aux questions de l'ensemble des professeurs de la faculté. Et au bout de cette journée très éprouvante, vous pouviez, enfin, quand vous réussissiez votre épreuve, vous voir conférer le titre de docteur. Voilà. Docteur qui vient du verbe docere en latin, qui veut dire enseigner. Donc à ce moment-là, vous aviez le droit d'enseigner à l'université. Alors, au XIXe siècle, puisque je me suis arrêté à Napoléon, la Sorbonne, comme les facultés en France, les facultés universitaires, en fait, sont de bas niveau par rapport où on pratique, comment dirais-je, un enseignement où la rhétorique a beaucoup d'importance, mais qui n'a pas le niveau des universités allemandes. Et c'est comme ça que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'université française va prendre pour modèle les facultés allemandes.
où l'on a créé des séminaires où l'on fait des exercices pratiques. Donc on ne se contente pas de ressasser des auteurs anciens, mais où on essaye véritablement d'innover. La Sorbonne est reconstruite, parce qu'elle était dans un mauvais état en termes de bâtiment. La Sorbonne est reconstruite une seconde fois, donc après Richelieu, dans la première tiers du XVIIe siècle, et reconstruite une troisième fois, donc à la fin du XIXe siècle. Et les bâtiments que vous avez devant les yeux ont été construits à partir de 1880. Donc il ne s'agit pas d'un bâtiment classique, comme c'est le cas de l'église de la Sorbonne qui se trouve insérée entre les bâtiments, ces bâtiments de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Aujourd'hui, la Sorbonne est un bâtiment, comment dirais-je, qui, parce qu'il comprenait tellement d'étudiants dans les années 1960, qui aujourd'hui ne comprend plus que certaines facultés. Et l'université parisienne a été démultipliée en de nombreuses universités. Je crois que ça va jusqu'à Paris 13, donc il y a 13 universités à Paris, sauf erreur de ma part. Et la Sorbonne elle-même est divisée en au moins 3 Sorbonnes. Ici, vous avez Paris 1, qui est Panthéon... non, oui, c'est ça, attendez. Panthéon-Sorbonne. Il y a le Paris 4 qui est Paris-Sorbonne. Ou c'est l'inverse? Non, c'est bien ça, Paris 4. Donc c'est l'autre entrée. Juste à côté de l'église de Richelieu, c'est Paris 4. Et vous avez également Paris 3, Sorbonne Nouvelle, qui se trouve dans un quartier dans le 7e arrondissement, sauf erreur de ma part. Voilà. Et pour le reste, vous avez d'autres facultés très célèbres à Paris aussi, mais je ne vais pas vous parler ici. Nous passons maintenant devant une institution qui a été créée au début du XVIe siècle et donc que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Il s'agit du Collège de France. Je vous avais expliqué que la Sorbonne, c'est la faculté de théologie de l'Université de Paris. La Sorbonne avait pour mission de garder l'orthodoxie de l'Église catholique. Au Moyen-Âge, à la Sorbonne, seul le latin était enseigné. D'ailleurs, c'était la langue d'enseignement. Ce sera la langue d'enseignement encore pendant plusieurs siècles. Quand vous pensez que des grands savants au XIXe siècle rédigent encore leurs thèses en latin. Alors, je pense en particulier à Jean Jaurès, qui avait fait une thèse de philosophie, elle était en latin. Karl Marx, elle était en latin également. Hein? Les thèses étaient plus courtes que les thèses actuelles, entendons-nous bien, mais enfin c'était encore une langue qui permettait aux intellectuels de l'ensemble de l'Europe de se comprendre. C'était une langue qui était pratiquée couramment, que les gens parlaient donc à l'université à l'époque. Au début du XVIe siècle, c'est l'époque de l'humanisme, de la Renaissance, et François Ier, à l'initiative de Guillaume Budet, qui est un humaniste justement, décide de fonder une institution où, à l'inverse de la Sorbonne, l'enseignement soit non pas contraint par le dogme, et où l'on puisse enseigner, on puisse enseigner à partir des langues qui étaient utilisées dans l'Antiquité, entre autres choses pour les textes sacrés, c'est-à-dire le grec et l'hébreu. À l'université d'Ouvain, une initiative semblable a été prise par Erasme, où
il a été décidé, ou Erasme a décidé d'enseigner, que l'on enseigne les 3 langues. C'est pour ça qu'on appelait le collège des 3 langues, c'est-à-dire l'hébreu, le grec et le latin, qui sont les 3 langues nécessaires à comprendre dans le texte lui-même la Bible. Ici, il s'agissait de faire concurrence à la Sorbonne, et à l'inverse de la Sorbonne où les professeurs étaient payés par les étudiants, ils payaient donc un minerval, au Collège de France, l'enseignement était gratuit. Il était gratuit parce que les professeurs étaient payés directement par le roi. Donc c'est une initiative quand même très moderne. À partir du moment où l'enseignement est gratuit, ben, tout le monde peut y accéder. C'est quand même quelque chose d'essentiel. Ensuite, le Collège de France, à l'inverse de la Sorbonne, n'a jamais délivré de diplôme. Vous pouvez suivre les cours indépendamment les uns des autres. C'est pour ça que c'est une institution qui est pour moi le modèle de ce que devrait être l'enseignement supérieur partout. C'est évidemment la consécration pour un professeur d'université qui, au bout d'une carrière glorieuse, peut enseigner au Collège de France. Pas seulement parce que c'est une institution prestigieuse, mais c'est qu'un professeur du Collège de France ne doit plus faire passer d'examen. Il ne doit plus lire des mémoires. Il ne doit plus assister ou participer à des soutenances de thèse. Donc tout leur travail consiste à exposer devant un public qui est universel leur propre recherche. Leur propre recherche. Donc je vous enjoins vivement, le jour où vous avez un petit peu de temps libre à Paris, moi je le fais quand je viens à Paris, n'importe qui peut rentrer, à l'inverse de la Sorbonne, vous avez vu des appariteurs là, donc il n'y avait pas moyen de rentrer. Il y a des gardiens, tandis qu'ici tout le monde peut rentrer dans le Collège de France. Évidemment, il y a une petite barrière de sécurité pour que vous ne puissiez pas commettre d'attentats. Vous pouvez, n'importe qui peut y rentrer, suivre un cours qui est affiché au programme ce jour-là. Vous vous asseyez, vous écoutez un professeur de très très haut niveau, parce que on accède au Collège de France en général que, je veux dire, ce sont des professeurs exceptionnels. Je ne sais pas combien de prix Nobel enseignent au Collège de France. Donc c'est encore plus haut dans l'échelle, si vous voulez, de la carrière universitaire que la Sorbonne. Voilà. On y enseigne toute une série de disciplines, presque toutes. Je crois que pour l'instant, il y a 52 chaires, sauf erreur de ma part. À l'origine, il n'y en avait que 3 à l'époque de Guillaume Budet. Puis très rapidement, il y en a eu un peu plus. Il y a eu 10 lecteurs royaux, puisque les professeurs ne s'appelaient pas professeurs, ils étaient lecteurs. Je vous signale que, encore, dans un certain nombre d'universités, par exemple en Angleterre, il y a toujours des postes de lecteurs, lecturer. Dans le courant du XVIe siècle au XVIIe siècle, le nombre de chaires s'est multiplié. Il y a eu des professeurs en mathématiques, en sciences, faut attendre au XVIIIe siècle, l'époque de Louis XV, sauf de ma part, pour qu'il y ait un cours de littérature française. Au XIXe siècle, il y aura des cours de langue arabe. Il y avait déjà des cours de langue arabe et d'hébreu bien avant, mais il va y avoir bientôt des cours de langue persane, par exemple. Il y aura... Toutes les disciplines vont être enseignées et c'est vraiment un enseignement de très très haut niveau. Alors, si vous observez le fronton du Collège de France, vous allez voir qu'il est écrit « Docet omnia ». Pour ceux qui ont fait un peu de latin, ça signifie « Le Collège de France, ici, on enseigne toutes les choses ». Voilà, donc à l'inverse de la Sorbonne, qui était la faculté de théologie, où le savoir enseigné était quand même relativement restreint.
même s'il était essentiel pour les hommes du Moyen-Âge. Donc on enseigne tout. Le Collège de France que vous voyez ici n'est pas évidemment le Collège de France du XVIe siècle. On voit que ce sont des bâtiments quand même qui datent ici du XIXe siècle. Il y a eu des reconstructions, on a restauré le Collège de France à plusieurs reprises et vous avez devant le Collège de France, d'ailleurs, vous avez une statue de Claude Bernard, qui était un grand professeur de médecine qui, dans les années 1850, a publié un traité de physiologie. Vous avez à l'intérieur du Collège de France, on y est... Bon, il faudrait rentrer, hein. Il y a à l'arrière une statue de Guillaume Budet et dans la cour intérieure, ce que vous ne voyez pas, il y a une statue de Champollion, après, de Champollion, de Jean-François Champollion, qui est le découvreur de l'écriture, l'inventeur, pour utiliser le terme précis, c'est l'inventeur de l'écriture hiéroglyphique. Inventeur, ça veut dire celui qui a compris. Hein, c'est ça, c'est comme invention sur le plan scientifique. Hein. Voilà. Jean-François Champollion. Mais il y a eu d'illustres professeurs au Collège de France dans tous les domaines, et il y en a encore quelques-uns maintenant qui sont des professeurs de première grandeur dans le domaine des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la sociologie, de l'ethnologie. Ici, par exemple, au XXe siècle, a enseigné Claude Lévi-Strauss. Je pourrais vous en citer beaucoup. Par exemple, Pierre Bourdieu, en sociologie. Il y a eu aussi, dans le domaine de la philosophie, Michel Foucault. Voilà. Je ne vous en cite que quelques-uns, mais la liste pourrait être vraiment très, très, très longue. Ah, ça va, l'ami. Et ouais. Ok, ça va.